Écoutez, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour ce coup d'envoi, ce webinaire consacré au coup d'envoi du coup des ateliers résilience. Donc moi, je suis Corentin Voiseux pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le directeur des opérations chez IPRA, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire, une structure d'utilité sociale qui est agréée par la préfecture de Paris et qui est également une jeune entreprise innovante qui est agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au titre de sa recherche en sciences humaines et sociales sur deux thématiques que sont bien l'émancipation des personnes en situation de basse vision et d'autre part sur la thématique de l'inclusion numérique. Ravi d'être avec vous. J'ai ouvert ce webinaire, certains d'entre vous qui étaient arrivés un petit peu avant le démarrage ont pu le constater. On a ouvert ce webinaire par un court extrait d'un documentaire qui a été réalisé par l'association Faire Savoir, et en particulier un des membres qui est présent au conseil médical et scientifique d'IPRA, qui retrace un petit peu le parcours du combattant, dont beaucoup ne se relèvent pas toujours, des patients en situation de déficience visuelle. On a dans ce témoignage, dans le témoignage que vous avez entendu à la fois des professionnels et des patients, un constat de la difficulté éprouvée à la fois à recourir à de l'aide humaine, à de l'aide technique, la difficulté éprouvée à régler le rapport à son propre handicap et la difficulté aussi pour ces patients à rebondir après l'annonce du handicap ou après la survenance d'un stade de handicap qui à un moment les plonge de façon irrémédiable dans la perte d'autonomie. Je vais donc commencer à partager mon écran avec vous. On accueille ce soir des professionnels de santé de tout ordre. Il y a à la fois des infirmiers également qui sont là. On a une psychologue du coup de l'hôpital des 15-20 que je salue au passage. Un patient même, je crois, lui-même concerné par la déficience visuelle, et puis des orthoptistes, des professionnels de santé, etc., qui se posent la question de l'orientation, évidemment, de l'accompagnement de leurs patients déficients visuels. Alors ces ateliers résilience, du coup, de quoi parle-t-on véritablement? C'est l'objet de ce webinaire ce soir. En fait, c'est de vous présenter ce qui est le fruit, l'objet d'une recherche et développement en sciences humaines et sociales qui dure depuis un moment chez nous et qui a abouti à la formulation de ce dispositif innovant qui est un format d'innovation ouverte, et c'est pour ça que vous avez tous, de par vos différents rôles et implications sur le champ de la basse vision, un rôle à y jouer de façon à pouvoir à la fois faire bénéficier vos patients de ce dispositif, mais également y participer vous-même en tant que professionnel. Et on va du coup définir un petit peu plus en détail la manière dont tout ça peut s'agréger, dont la collaboration transdisciplinaire peut se faire entre les différents professionnels. Le constat de départ, en fait, qui nous a conduit à fabriquer ce dispositif innovant, c'est ces quelques chiffres que je vous présente sur ce tableau. D'un côté, effectivement, une population en situation de troubles, de déficience visuelle importante, beaucoup plus importante que ce que l'on imagine lorsque l'on regarde la population globale. On est entre 2 et 2,5 millions aujourd'hui en France, avec les grandes pathologies, évidemment, la DMLA, le glaucome, la rétinopathie diabétique, etc., que chacun connaît, la rétine pigmentaire, évidemment, pour les 15-20 qui connaissent ça très bien, et les 267 causes de pathologies visuelles qui, bien évidemment, conduisent toutes à un niveau d'empêchement, une traduction, une dégénérescence progressive qui varie en fonction de chaque patient. Et évidemment, cette démographie importante, va croissante avec le vieillissement de la population, évidemment, et la montée en croissance de la DMLA, mais aussi avec la montée en puissance du diabète et la rétinopathie diabétique associée au diabète, également d'autres causes et d'autres facteurs liés à la qualité de vie qui font que ce chiffre aujourd'hui déjà important, il est dynamique, c'est-à-dire que c'est une démographie qui est croissante, et on estime que la population devrait à peu près tripler d'ici 2050. C'est donc un enjeu de santé publique, j'allais dire, un enjeu d'intérêt général, et puis surtout un enjeu sociétal, de savoir un petit peu la place que va être donnée à cette patientèle-là, notamment en matière de retour à domicile, de qualité de vie et d'autonomie au sens large. C'est ce qu'on va voir. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que sur cette population de 2 à 2,5 millions de personnes, puisqu'il n'existe pas vraiment de chiffre officiel, on a agrégé en fait des données épidémiologiques des différentes pathologies pour arriver à ce chiffre-là.
On se rend compte, donc ça ce sont des sources qui viennent directement des études menées en interne par IPRA et sous son conseil médical et scientifique, sous l'égide de son conseil médical et scientifique, on se rend compte que le taux d'équipement en aide technique est d'environ 20% à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui accède à une aide technique, ce qui est très peu, hein, ce qui est fort peu, et ce que l'on va essayer d'expliquer, et de mettre en lumière, à la lumière d'un autre chiffre important, qui est celui de 2 tiers, 66%. Ça, c'est le nombre de personnes avec des troubles visuels qui ne sont jamais réadaptés, c'est-à-dire qui n'engagent aucun processus ni d'aide humaine, ni d'aide psychologique, ni d'aide technique, ni d'aide d'aucune façon en fait, et qui vivent avec le handicap sans aucune forme d'adaptation, de réadaptation de leur cadre de vie ou de leur stratégie d'autonomie au quotidien. Ce qui veut dire en fait qu'on est sur une population qui est majoritairement non réadaptée, hein, c'est-à-dire qu'elle vit aujourd'hui très majoritairement en dehors du circuit social et médico-social, en dehors des structures hospitalières, SAMSA, type SSR, SAMSA, SAVS, etc., etc. Très majoritairement, elle ne passe pas par ces circuits-là. Et évidemment, elle se retrouve du coup à domicile, avec les témoignages que vous retrouvez dans le documentaire d'entrée, avec un discours du professionnel qui soit libéral ou parfois hospitalier, qui consiste à dire... lorsqu'il n'a pas ou orienté, qui consiste à dire vous n'avez plus qu'à rester chez vous entre guillemets, voilà, pour vous entre guillemets la vie s'arrête, il va falloir s'y faire, il n'y a qu'une perspective dans un certain cas qui est redonnée sur la perspective, sur les possibilités, le champ des possibles de l'autonomie de la personne, et donc on se retrouve avec des situations évidemment assez critiques pour un très grand nombre du coup de ces patients. Le constat de départ, c'est celui-là pour IPRA et pour notre écosystème, c'est ce déficit d'accompagnement psychosociologique qui conduit en fait à une entrée précoce et pourtant évitable dans la perte d'autonomie. Et c'est là-dessus qu'on a voulu vraiment mettre le doigt, c'est que tous ces patients qui s'installent dans le renoncement, qui s'installent dans ce que l'on appelle nous en sciences humaines et sociales l'illusion de la fatalité. On se rend compte que tout ça est complètement réversible, que ce serait réversible à condition que, et c'est là que l'innovation démarre, c'est là que, la matière grise se met en mouvement et que l'on réfléchit aux modalités qui permettraient évidemment de faire rebondir, de faire cheminer cette patientèle vers un mieux vivre, tout simplement. Quand l'on parle de cheminement, cette population... l'un des modèles qui est parfois employé en psychologie et en conduite du changement, etc., c'est celui de la courbe de Kubler-Ross, la courbe du deuil. Généralement, c'est un modèle qui permet généralement, qui est assez théorique, mais qui permet d'expliquer une forme de cheminement ou de non-cheminement d'ailleurs du patient, ou tout simplement de l'individu soumis à un choc traumatique, qui est celui de l'annonce du handicap. Qui est celui de la surannonce que peut faire son entourage, le médecin, etc., etc. Le choc traumatique et la réaction, l'adaptation, le repositionnement et la manière dont le psychisme et dont l'individu pris dans sa globalité, environnement compris, va venir en fait gérer cette annonce, ce choc traumatique avec un stade qui passe par le refus de comprendre, la résistance et puis une phase de décompression, alors que l'on constate très souvent chez nous, chez les patients plus âgés, avec à qui on dit très clairement ça sent le sapin pour vous c'est vous êtes sur la fin désormais, hein, et il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire d'annonce anticipée en gros de la fin de vie, hein, qui se joue autour même du choix, hein, des termes de pathologie médicale, puisque dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle est liée à l'âge, cette dégénérescence, vous voyez, pour la DMLA, donc ça veut dire à un moment ou à un autre que les patients arrivent quelque part un peu en fin de parcours. Il y a cet imaginaire-là anthropologique qui est bien présent, et on voit évidemment qu'un certain nombre de patients demeurent au niveau du stade de décompression, ou en tout cas de dépression gériatrique pour les plus de 70 ans, qui sont quand même à 80%, de 70 à 80% la population déficiente visuelle, du fait de la prévalence en fonction de l'âge,
on constate évidemment que plus la période de dépression gériatrique, plus la période dépressive est longue, et plus effectivement, eh bien, le processus d'entrée en résilience, ce qu'on va appeler l'entrée en résilience un peu plus tard, va être freiné, va être empêché, parce que avec la dépression gériatrique, avec la dépression tout court pour les sujets plus jeunes, eh bien s'installe progressivement un rétrécissement des capacités cognitives, un rétrécissement également du coup de la plasticité qui permet l'adaptation et la réadaptation, et donc au lieu d'être une phase seulement, cette décompression qui permet d'aller vers la résignation puis vers l'intégration, ou alors vers l'acceptation et puis le rebond, selon les termes que l'on décide de choisir, eh bien cette phase-là n'intervient pas ou n'intervient que dans des délais trop longs pour permettre véritablement aux patients de cheminer sur cette courbe qui, encore une fois, je dis, est un modèle théorique parce qu'il ne s'applique pas évidemment complètement à la situation du patient déficient visuel, parce que en pratique, et mes échanges avec les psychologues des 15-20 en préparation du webinaire le montraient assez bien, c'est que on parle de pathologie dégénérescente évolutive, c'est-à-dire que on ne parle pas de un deuil, mais on parle bien d'une multiplicité de deuils en fait qui s'enchaînent à intervalles plus ou moins fréquents, plus ou moins imprévisibles, avec plus ou moins de degrés de brutalité, et avec évidemment du coup eh bien des processus d'acceptation qui en fait viennent et connaissent des allers-retours, des stops brutaux, et puis des retours à zéro, hein, puisque on peut faire le deuil d'une partie de sa vision, on peut faire le deuil d'une majorité de sa vision, et on doit faire le deuil de la totalité de sa vision le jour où cette totalité de cette vision est perdue. Et en fait, c'est non pas un deuil dont il est question. C'est pour ça qu'il faudrait imaginer, là on est sur un modèle statique sur cette courbe de Kubler-Ross, il faudrait imaginer un modèle dynamique dans lequel pour le coup bien les courbes se succèdent, avec des retours à l'état antérieur, avec des retours évidemment aux effets d'annonce, de refus de comprendre, etc. Et en fait, en pratique, les patients oscillent plutôt d'un état à l'autre, qui ne suivent une trajectoire linéaire. La trajectoire linéaire, la courbe, l'espèce de J, la courbe en J que vous voyez, c'est celle qui permettrait effectivement dans une trajectoire accompagnée psychosociologiquement, eh bien, d'inscrire les patients dans une véritable trajectoire d'entrée en résilience, c'est-à-dire de rendre en fait cette courbe-là anticipable, cette courbe-là souhaitable, quel que soit le degré de dégénérescence évolutive du coup du patient, puisque l'on sait encore une fois que la seule règle c'est l'imprévisibilité. On sait que parfois la solution curative permettra un retour à l'état antérieur qui parfois durera quelques mois ou quelques semaines, et puis ce sera la rechute, et puis le retour à l'état initial, etc. Beaucoup de patients nous parlent beaucoup de ces retours à zéro. Et en fait, effectivement, non seulement eh bien ces deux facteurs-là rendent le deuil le facteur évolutif et le facteur imprévisible rendent le deuil effectivement encore plus difficile, parce qu'un deuil que l'on peut préparer entre guillemets, c'est un deuil aussi que l'on réussit mieux. Un choc traumatique brutal est toujours entre guillemets plus difficile à faire. Et non seulement effectivement ces deux paramètres-là jouent le rôle de frein sur le facteur d'acceptation, mais on a également, et ce qui est propre à la déficience visuelle, une très forte espérance du retour à l'état antérieur. Une très forte espérance du retour à l'état antérieur qui provient à la fois des cultures médicales, qui provient à la fois évidemment de l'envie des médecins d'annoncer eh bien la possibilité d'un médicament ou d'une thérapie génique ou d'une biotechnologie extrêmement performante qui permettrait effectivement à un horizon plus ou moins proche de rétablir le patient dans ses fonctions antérieures. Et en fait, c'est ce que l'ophtalmo dit assez courageusement, l'ophtalmologiste dans le documentaire, dans le court extrait qui vous était passé en début de webinaire, c'est qu'en fait, c'est que, cette perspective du retour à l'état antérieur, en fait, joue le rôle de blocage pour le patient, puisque tant que le patient espère un retour à l'état antérieur par une solution curative, eh bien, il ne s'investit pas dans une stratégie de réadaptation, il ne s'investit pas dans une solution de compensation non plus, et donc il reste dans un état de stagnation sur un plan psychosociologique, eh bien, qui le conduit potentiellement à rester longtemps dans l'attente et dans la désillusion potentielle de l'issue qui va lui être proposée par le corps médical, puisque l'on sait voilà que les technologies, que l'état de l'art technologique et scientifique ne permet pas aujourd'hui, dans un très large cas de situation, eh bien d'assurer, curativement parlant, une prévisibilité, une fiabilité très forte sur l'ensemble du panel des déficiences et des pathologies visuelles que les patients peuvent rencontrer.
Ça, c'est donc le point de départ. Je pense que tous et toutes en tant que professionnels, soit infirmiers, soit opticiens, soit même psychologues, vous constatez, je pense à votre niveau, ces différents faits stylisés. Maintenant, la question qui se pose derrière, c'est que faire? Que faire? C'est la question qu'on s'est posée nous depuis 2017, parce qu'on voit ces patients dans ces situations-là, on les voit en situation de souffrance, d'isolement, de repli, de rejet de toute forme d'aide technique et d'aide humaine. On les voit effectivement dans ce désarroi, et souvent on voit aussi les aidants en situation d'impuissance. Et évidemment, c'est un facteur de souffrance, c'est un facteur de compassion évidemment et d'intérêt également pour le coup scientifique et comment dire et j'allais dire moral aussi pour nous de savoir ce qui peut être construit de façon à pouvoir essayer un peu de changer la donne et de bouger un peu les lignes dans ce monde-ci. Alors le principe de ces ateliers-là, ils sont assez simples en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils sont d'une part complètement gratuits pour le patient. Donc ça, c'est un truc du IPRA qui en fait son affaire, c'est-à-dire que on refinance, nous, par l'intermédiaire de partenaires publics ou de fondations, ces ateliers de façon à ce que vous puissiez les proposer de façon gratuite, complètement gratuite à vos patients. C'est le premier point, de façon à ce que l'enjeu financier ne soit pas une contrainte, ne soit pas une barrière. Deuxième aspect très important, c'est que ces ateliers-là, pour la première fois, ils intègrent non pas seulement des professionnels, comme ça peut être le cas pour certains psychologues qui font ça, notamment, je crois, au 15-20. On aura peut-être un témoignage tout à l'heure de la psychologue qui est là. Mais ils intègrent des patients, pas forcément des patients dits experts parce qu'on n'aime pas trop ce terme-là, mais des patients en tout cas résilients, c'est-à-dire des patients qui sont entrés en résilience après avoir suivi un certain nombre de phases, que sont celles de la colère, de la frustration, du rejet, du déni, etc., du rejet de toute aide humaine, technique, de l'isolement, etc., etc. Eh bien, c'est de mobiliser l'expérience, de mobiliser le vécu et la prise de recul, parce que ce sont des patients qui ont aussi raconter ce vécu, qui l'ont aussi mis en mots, soit dans des livres, soit dans des réflexions personnelles. Et en fait, l'idée, c'est de mobiliser aussi cette patientèle-là, aux côtés de professionnels de sciences humaines et sociales. Hein, donc, on parle de 3 champs, on parle de la psychologie, on parle de l'anthropologie, on parle de la sociologie, de façon à ce que ces patients-là, aux côtés de professionnels, puissent en fait accompagner dans une logique de pérémulation, les patients qui eux-mêmes en seraient encore en train de se débattre dans cette fameuse courbe du handicap dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en train de se débattre entre un stade de frustration, de colère et de dépression, de façon à pouvoir leur apporter véritablement un accompagnement ciblé à leur situation du moment, à leur état du moment, de façon à pouvoir les faire entrer en résilience, justement. C'est ça l'objet. Comment ça se passe? Ce sont des ateliers qui se passent au téléphone, de façon à lever toute contrainte de déplacement pour des patients qui sont parfois sédentarisés ou qui sont carrément empêchés de se déplacer de chez eux du fait de la déficience visuelle, du fait justement d'un manque de réadaptation, pas de canne blanche, pas forcément de proche aidant, un discours médical ou un discours parfois qui consiste à dire restez chez vous, voilà, ce que l'on voit bien dans le documentaire au départ. Et ben l'idée c'est que tout le monde a un téléphone chez soi, que le téléphone soit à grosse touche ou pas, il peut s'utiliser globalement avec un petit peu de débrouillardise. Eh bien tout le monde peut décrocher son téléphone. Et en fait c'est ça qui se passe, c'est que le téléphone sonne chez le patient directement, hop, il rejoint une séance collective qui va jusque 6 personnes, et je vais vous parler du format tout à l'heure. Le téléphone sonne et le patient rentre immédiatement sur la séance. Je vais vous présenter le contenu un peu plus en détail. Je précise simplement que du coup, ce format d'innovation ouverte, parce que c'est ce que je précisais du coup professionnels avec lesquels j'ai déjà échangé, est supervisé par des équipes de recherche. Alors nous avons mis 2 pointes, etc. C'est faire beaucoup d'honneur, mais c'est faire beaucoup d'honneur à des professionnels qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans ce dispositif. Le professeur Brémond Gignac, évidemment, du CHU, chef du service ophtalmologie au CHU de Necker, et Cécile Delcourt de l'INSERM, qui travaille sur la question épidémiologique et sur la question démographique et autres, qualité de vie autour des patients déficients visuels. Ces 2 professionnels-là chapeautent le dispositif, vont également superviser et produire également une analyse scientifique des issues, des débouchés et du mode opératoire qui sera retenu, des protocoles opératoires qui seront retenus, et évidemment de l'impact en matière sanitaire, en matière de soins au sens de l'OMS
pour les patients qui auront suivi ce parcours. Alors, ce parcours, quel est-il? Ce parcours, il consiste en 4 séances qui se déroulent une fois par semaine sur un cycle d'1 mois. En fait, ces 4 séances, elles sont découpées comme ceci. C'est-à-dire que la première séance, on va dire, consiste à libérer la parole. Elle consiste à échanger et libérer la parole, parce que souvent la parole est muselée, la parole est brimée, la parole est enfouie chez des patients qui généralement intériorisent énormément de frustration, énormément de renoncement, énormément de voilà. Et cette intériorisation aussi crée les effets de colère et de frustration, puisqu'elle n'a nulle part où se décharger, elle n'a nulle part où s'exprimer de façon cathartique dans le logos, enfin dans la parole, hein, tout simplement dans le discours sur son propre vécu, dans le récit de soi, Et donc cette séance 1, elle sert à libérer la parole, à sortir de l'isolement, évidemment, à se rendre compte qu'il y a d'autres patients qui certes ont d'autres pathologies visuelles, hein, c'est pas une affaire de pathologie visuelle, mais que c'est une affaire en fait il y a d'autres pathologies qui induisent de mêmes empêchements que le mien, parfois plus lourds, parfois moins lourds, parfois différents, mais en tout cas je ne suis pas seul dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, il y a un nombre important d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. Et donc, ce faisant, ça me permet de sortir de l'isolement, de relativiser un petit peu ma situation, là où je croyais être un damné de la terre, le seul frappé, j'allais dire, par le destin. Et ben, en fait, non, je me rends compte qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui ont le même vécu, la même trajectoire. Et donc, ça participe du processus, évidemment, de libération, d'échange sur le vécu, etc. Et là, on aura ces patients résilients qui vont partager leur vécu, qui vont dire ce qu'ils ont traversé, qui vont, par la manière dont eux ont mis des mots sur ce qu'ils ont vécu, eh bien peut-être, espérons en tout cas, c'est l'objectif, libérer la parole d'autres qui se sentiraient à ce niveau-là beaucoup plus brimés, beaucoup plus empêchés de dire et de reconnaître par les mots la situation, les épreuves, les difficultés que ces derniers peuvent traverser. Donc cette première séance, elle est d'abord dédiée à ça. Elle dure 1 heure à peu près comme toutes les autres séances. Elle fait une large place évidemment à la parole de chacun, puisque la parole circule. On a donc une plateforme qui nous permet de distribuer la parole simplement entre les patients résilients, entre les professionnels qui seraient éventuellement là en aiguillage, et puis entre nous évidemment et les différents participants à ces ateliers-là. La séance 2, elle, est de nature davantage sociologique, c'est-à-dire que l'objectif est là de plutôt travailler sur le rapport au regard social, le rapport au regard des autres, parce que le documentaire, là encore, qui a été présenté en début de webinaire, en parle bien, c'est-à-dire que le gros sujet, c'est d'expliquer son handicap aux autres, c'est d'expliquer que c'est un handicap qui ne se voit pas, c'est un handicap qui permet de faire certaines choses et pas d'autres, et donc on est parfois mal compris dans ces empêchements. Encore faut-il pouvoir les expliquer, les verbaliser, les faire comprendre, donner les zones du possible, les zones de l'impossible, et puis surtout surmonter ce qui est le premier facteur de renoncement, hein, selon nous. Le premier facteur d'entrée précoce dans la perte d'autonomie, c'est le regard social, la peur du regard social, la peur du stigmate, c'est-à-dire la canne blanche ou l'aide technique, l'aide humaine même, pour des enfants qui sont en classe avec une AVS postée à leur côté en permanence. Eh bien, cette peur du stigmate-là, elle conduit à des formes de rejet parfois assez violentes de toute forme d'aide, de toute forme d'accompagnement. Et donc, évidemment, il y a un véritable travail sur le regard à construire. Et donc, cette deuxième séance, elle sert à ça. Elle sert à ça et elle sert à transformer la représentation que l'on a de sa propre fragilité, de son propre handicap, pour en faire un facteur de valorisation de sa différence, de valorisation de ce qui fait sa singularité pour le coup, et de pouvoir l'exprimer, d'apprendre à exprimer cette singularité, à en faire un élément de différenciation et non pas un élément de diminution de soi et de rabaissement de soi-même au regard d'autrui. Ça, c'est vraiment l'objectif de cette seconde séance, qui s'articule de façon logique pour le coup avec cette troisième séance qui là pour le coup permet évidemment s'inscrit dans le champ des 2 premières et permet là de s'envisager, de se réenvisager à l'échelle individuelle et à l'échelle sociale, à l'échelle du champ des possibles, à l'échelle du champ de toutes les possibilités qui sont ouvertes par la technologie moderne, les aides humaines, les aides professionnelles,
de façon à ce que tout ce qui semblait plus possible puisse le redevenir. C'est-à-dire que la plupart des patients généralement ne considèrent pas pouvoir continuer à cuisiner ou s'informer ou lire ou écrire rechercher une information ou faire ses courses ou se déplacer ou donc organiser ses vacances, etc. Et tout ce qui semblait impossible parce que les patients n'ont pas été inscrits dans une stratégie de réadaptation qui en fait les inscrit naturellement dans le fait de continuer à faire ces mêmes choses autrement. Et bien là, l'idée, c'est véritablement, par le vécu, encore une fois, par le témoignage, de montrer, regardez, moi j'ai tel handicap déclenché l'un à 46 ans, l'autre à 77 ans, l'autre à 84 ans, etc. J'ai tel âge, et ça va pas empêcher en fait de rebondir, de mobiliser tel dispositif, telle aide technique, telle aide humaine, etc. pour continuer à faire des choses qui me sont essentielles au quotidien, comme lire, comme écrire, comme rester autonome dans mon courrier papier, comme accéder aux services publics, parce que je suis seul et je souhaite pas reposer sur un aidant, etc. C'est tout cette stratégie pour commencer à déconstruire l'illusion de la fatalité et donc le renoncement qui va avec, c'est-à-dire ce que l'on constate, c'est-à-dire beaucoup de patients qui vont vous dire à un moment ou à un autre, mais non, moi vous savez, c'est trop tard pour moi. C'est trop tard parce que j'ai pas été pris en charge à temps, entre guillemets, et ça on le voit aussi. Hein, c'est une question de chronologie. Faire la question de la chronologie est importante, d'où l'idée d'être présent dès l'annonce du handicap jusque des stades un peu plus avancés du cheminement du patient. Mais vraiment là, l'objectif de cette séance, c'est de construire en fait le refus du renoncement, mais de donner non seulement le refus, entre guillemets la révolte positive, mais les moyens de cette révolte, les instruments de cette révolte. Et les instruments, ils sont nombreux et variés, et ils font l'objet en fait aussi de cette séance 3. On présente l'ensemble du champ des possibles, mais surtout de la séance 4, c'est-à-dire que au-delà de la pluralité des aides qui existent et des professionnels et des modes d'accompagnement que souvent les patients ne connaissent pas, au-delà du mot derrière un professionnel, ergothérapeute, psychologue, orthoptiste ou que sais-je, derrière le nom du professionnel, souvent se joue une peur également, la peur d'aller voir un professionnel de santé, la peur encore une fois de savoir ce qui va nous arriver, l'étiquetage, etc. Enfin, tout ça est connu. Mais au-delà de la pluralité des aides, c'est véritablement l'adéquation entre les aides et une personne qui fait l'objet en fait de cette 4e séance, c'est-à-dire certaines personnes ont des préférences individuelles liées à leur intimité, liées à leur volonté d'autonomie, liées à leurs usages, à leurs loisirs qui leur sont propres. Donc au fond, le choix de l'aide s'inscrit également dans le cadre de préférences individuelles, d'une singularité qui là encore est propre à chacun. Et il existe plusieurs stratégies possibles, évidemment, de nombreuses stratégies possibles qui peuvent intégrer une configuration capacitante ou du côté de l'environnement familial ou du côté des proches, tout comme elle peut également intégrer d'autres mobiles technologiques, évidemment les aides technologiques, les aides humaines, etc. Et dans le fond, il n'existe pas un seul chemin ou un seul type de mobilisation d'aide, mais bien des stratégies qui correspondent à des singularités, à des individus. Et là, c'est l'objet de leur présenter les aides techniques existantes, les aides humaines et également les stratégies possibles pour la suite, en fait. Une fois la projection réalisée, savoir quels financements sont mobilisables, comment lever les freins techniques, logistiques, financiers, etc., qui peuvent se poser à cette projection dans la vie d'après, dans le vivre avec, on dit souvent, mais surtout dans la vie d'après, c'est-à-dire dans la suite des opérations pour ces patients. L'enjeu, effectivement, c'est ni plus ni moins que de s'assurer qu'en fait, que les patients soient prêts à tout, c'est-à-dire que on le dit souvent avec les professionnels avec lesquels on travaille, l'objectif c'est que les patients, quelle que soit l'issue de la solution curative ou de la solution rééducative qui leur est proposée, l'idée c'est véritablement qu'ils soient prêts à faire face à toutes les possibilités. C'est dans ce cadre que ce dispositif est financé au titre de la prévention de la perte d'autonomie, au sens où il s'inscrit, même pour des patients qui
a priori, pour lesquels la trajectoire curative est relativement, enfin, on va dire, optimiste, puisqu'il y a toujours des raisons de l'être, c'est leur donner la possibilité d'être prêt à tout, c'est-à-dire dans l'éventualité où vous savez que vous ne serez pas dos au mur. Parce que, évidemment, traiter la situation, on sait que se projeter dans la réalité de la déficience de l'autonomie, enfin, de la déficience visuelle comme de la perte d'autonomie, entre guillemets, est difficile pour tous. À condition évidemment, enfin, si c'est construit de façon positive, encore une fois, et de façon émancipatrice dès l'origine, et ben on pense qu'on peut obtenir de meilleures chances d'inscription dans des processus de réadaptation, enfin de la part de ces patients, et c'est ça un peu qui va faire l'objet de la recherche autour de mes deux dispositifs d'innovation ouverte, c'est véritablement quel impact ça peut avoir sur l'entrée en résilience des patients et leur capacité à faire face à des situations imprévisibles par nature, à partir du moment où ils rentrent dans le circuit médical de la première annonce et d'une pathologie lourde visuelle. Et l'idée, c'est d'inscrire ce dispositif dès l'origine, de façon à pouvoir prémunir le patient de devenir qui lui échapperait, puisque voilà, la réadaptation au dos du mur, on le voit, est toujours beaucoup plus difficile. Elle est parfois indispensable puisqu'il y a certains cheminements par escalier qui ne permettent pas de faire autrement, mais au plus tôt on pense que tout ça est anticipé, construit, réfléchi pour des patients qui seraient concernés, et bien au mieux effectivement tout ça peut se bâtir dans la durée, se fertiliser de part et d'autre. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Pour vous rappeler un petit peu le principe, c'est donc une séance par semaine, une séance d'1 heure, vous voyez, par téléphone. Donc un dispositif très peu invasif, 6 personnes par séance qui laissent la place à chacun de s'exprimer et de faire circuler la parole, avec une seule caractéristique, c'est que l'engagement sur toute la durée du cycle est demandé. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable en gros que le patient vienne évidemment, on participe à un atelier sur 2 puisque le cycle n'a de sens que dans toute son intégralité puisqu'il a été pensé comme un bloc homogène de façon à construire ce fameux cheminement. Les premiers ateliers débutent en février, début février. Pour inscrire vos patients, c'est ici sur le lien que vous trouvez sur votre écran. Vous le retrouverez sur le site d'IPRA. Vous allez sur la rubrique atelier, vous avez inclusion numérique, vous avez résilience. Et là, vous avez effectivement le lien qui vous permet d'y accéder. Vous avez 1 mois à peu près pour, entre guillemets, faire connaître le dispositif et pour inscrire vos patients et faire connaître à d'autres professionnels de santé, évidemment, puisqu'on est en phase de lancement de ce dispositif-là. Et évidemment, il est maintenant question de le faire connaître largement, de l'expérimenter à grande échelle pour en tirer des véritables conclusions d'ampleur. Voilà un petit peu pour cette présentation du dispositif. Je vais évidemment maintenant répondre à vos questions ou collecter vos remarques ou évidemment prendre vos différents feedbacks si vous en avez. Je vous laisse ici les coordonnées auxquelles vous pouvez me joindre moi-même et joindre également les équipes d'IPRA. Vous avez à la fois un numéro fixe et un numéro portable qui est le mien. Et n'hésitez pas donc à le prendre et à le noter de votre côté. Alors, je vais donc progressivement du coup répondre à vos questions. Il y a une question du coup d'Isabelle, donc d'Isabelle Assouman. Je vais arrêter le partage de mon côté, de mon écran. La question c'est: est-ce que les écrits de ces patients sont accessibles? Est-ce qu'ils sont accessibles en mode enregistré? La réponse est oui. C'est-à-dire que, en fait, comme j'expliquais lors de mes discussions avec les psychologues des 15-20, les séances seront toutes enregistrées, de façon à ce que on puisse suivre d'abord le cheminement. S'il y a eu des décrochages de patients, on a besoin de le savoir, donc on a besoin de le flécher et on a besoin évidemment de le noter d'une séance sur l'autre. Donc il y aura des mécanismes de rappel ou de prise de feedback pour les patients qui auraient décroché du dispositif. Il y aura également des enregistrements de séances en permanence, c'est-à-dire qu'avec évidemment le consentement des patients, dans le strict respect de la protection des données personnelles, évidemment, de ces patients-là, mais on pourra, en guise de valeur scientifique, eh bien, reconsulter ces différentes séances de façon à ce que les professionnels puissent s'y associer.
et de façon à ce que vous puissiez y accéder. Je complète Isabelle parce que je comprends votre question. Quand vous parlez des écrits pour les patients résilients, vous faites référence, je crois, à la littérature que ces derniers patients ont produit. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, certains d'entre vous connaissent peut-être Jacques Semelin. Et voilà, les patients experts qui ont déjà publié, leur travail est accessible en audio. Oui, tout à fait. Donc, les patients experts ou les patients résilients, mais pour vous donner un exemple, vous pouvez prendre dans le panel, il y a Jacques Semelin, par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un professeur du CNRS et qui lui-même est malvoyant depuis un certain nombre d'années, qui a beaucoup publié sur la déficience visuelle. Il a publié des livres comme J'arrive là où je suis étranger, Je veux croire au soleil, des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'un patient qui est lui-même versé dans les sciences humaines et sociales et qui a construit, qui a réfléchi à la trajectoire psychosociologique lui-même dans laquelle il rentrait. Et donc évidemment, il a pris du recul énormément sur cette situation et sur ce cheminement. C'est pour ça que on aurait pu effectivement mettre une bibliographie, et j'y penserai pour les prochaines présentations. Il existe des écrits de la part de ces patients qui permettent, que vous pouvez évidemment consulter en achetant leur livre. Pour Jacques Semelin. Après, il y a d'autres patients qui ont écrit des livres un peu plus confidentiels pour le coup que celui de Jacques Semelin, mais qui, par leur valeur biographique et autobiographique, ont véritablement leur ont permis en tout cas de dégager, nous ont permis de dégager un certain nombre de traits communs par rapport aux objectifs que l'on s'était assignés sur la construction de ces ateliers. J'espère avoir répondu à votre question, Isabelle. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une précision. Autre question de Thibaut, du coup, à Char. Chaque début de mois, un nouveau cycle d'atelier démarre-t-il? Oui. Chaque début, du coup, de mois, donc on va commencer au début du mois de février, le cycle s'étendra sur un mois, et à chaque début, du coup, de mois, un nouveau cycle démarrera. Évidemment, dans un premier temps, ce sera de février jusqu'au mois de juin, le temps de faire cette expérimentation. Pour nous, en fait, la seule variable, c'est le nombre d'inscrits. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas démarrer un cycle si l'on n'a pas suffisamment d'inscrits. C'est-à-dire que le minimum, c'est 6 personnes par cycle. Et donc, il est fondamental. On a aussi des objectifs territoriaux importants. C'est-à-dire que, en particulier, il y a 4 départements qui sont financeurs du dispositif. Je les nomme ici, évidemment, parce que ce sont nos soutiens et nos partenaires. Le département des Yvelines, le département du Gard, le département du Vaucluse et le département, il m'échappe, du Val-de-Marne, bien sûr, du Val-de-Marne, du Vaucluse, du Gard, et il doit m'en manquer un troisième, un quatrième, pardon. Il y a le Var également qui va commencer sur mi-2021. Les Yvelines, exactement, les Yvelines, voilà, que j'avais mentionné. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, il y a ces 4 départements-là qui sont, en gros, prioritaires, entre guillemets, pour l'action, puisqu'ils sont déjà préfinancés par les départements. Mais en fait, on a la possibilité sur d'autres territoires de mobiliser d'autres sources de financement, notamment de fondations qui soutiennent le dispositif. Donc, en pratique, le choix qui est fait, le choix, entre guillemets, courageux qui est fait de notre part, c'est de commencer à financer le dispositif à perte, de façon à pouvoir en soutenir la croissance et le développement. Le professeur Brémond-Gignac insistait là-dessus, sur le fait que c'est un dispositif qui, à un moment ou à un autre, pouvait être financé dans le cadre de l'article 51, sans faire de technique, c'est-à-dire que c'est un article c'est un dispositif qui à un moment peut faire l'objet d'un financement sécurité sociale si il passe évidemment les fourches codines d'un certain nombre d'évaluations scientifiques et d'analyses sur son impact social. Comment peut-on connaître nous-mêmes, nous dit Isabelle, en tant que soignante, les solutions accessibles aux déficients visuels? Personnellement, j'oriente souvent sur l'UNADEV, mais par méconnaissance des dispositifs plus vastes. Alors justement, Isabelle, le principe, les solutions, quand vous parlez de solutions accessibles, vous parlez de solutions technologiques, de solutions humaines, de solutions professionnelles. En fait, en pratique, ces ateliers-là, ils vont servir justement à donner aux patients l'ensemble de l'horizon des possibles en fait en matière de méthode d'accompagnement, c'est-à-dire à la fois les aides techniques et technologiques qu'ils peuvent mobiliser,
Donc là, évidemment, à la fois l'opticien basse vision, des solutions proposées par l'opticien basse vision, des solutions proposées par d'autres types de concepteurs, ce qui sont en droit d'attente de ces aides techniques, etc., les aides et les aides humaines également, qui sont en droit d'attendre d'un certain nombre de professionnels, les aides médicales ou paramédicales. Donc ces ateliers-là permettront de faire ce genre de choses. Après, effectivement, comme c'est dit dans le documentaire, il y a une méconnaissance très forte sur les solutions relatives à la déficience visuelle. Souvent, les professionnels orientent sur des associations, souvent une association qu'ils connaissent, qui a pignon sur rue. Mais en fait, l'idée, c'est avec ce dispositif-là, c'est de faire plateforme vers les associations, vers les aides techniques, vers les aides humaines, vers les professionnels, etc., de façon à ce qu'on crée en fait véritablement un maillage, une plateforme d'orientation pour en fait que ces patients qui sont dans une situation d'errance médicale, enfin d'errance en matière d'accompagnement, puissent à chaque fois trouver l'accompagnement qui leur correspond. Donc, si vous assistez en tant que professionnel à certains de ces ateliers-là, vous pourrez en apprendre aussi vous-même sur évidemment les différentes solutions accessibles pour les déficients visuels. Mais Aven du coup nous demande, est-ce qu'il y a un âge minimum pour bénéficier de ces ateliers-là? En principe, les dispositifs sont financés par les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour les plus de 60 ans, majoritairement. Maintenant, effectivement, du fait de la pluralité des financements qui ont été mobilisés, on a souhaité ouvrir le dispositif aux moins de 60 ans également, mais de façon minoritaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas accueillir 100% de personnes de moins de 60 ans sur les ateliers. C'est ça le principe, c'est d'avoir une hybridation. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait à minima 50% à peu près de plus de 60 ans, 50% de moins de 60 ans pour que les ateliers puissent se dérouler. En pratique, en fait, on fera plutôt des ateliers homogènes, c'est-à-dire qu'on essaiera plutôt de mettre les personnes de plus de 60 ans dans des ateliers communs et les personnes de moins de 60 ans dans d'autres. En fait, en fonction du coup des inscriptions et de la configuration du coup des patients, on essaiera de construire des ateliers qui nous paraissent cohérents. Vous trouverez sur la partie ipra.fr, et là je repartage peut-être mon écran, ici sur la partie relative aux ateliers résilience. Là vous trouverez sur cette partie-là, donc là tout en bas du coup de cette page. Donc là, vous retrouvez le petit documentaire que l'on a visionné tout à l'heure, de 4 minutes. Enfin, c'est un extrait du documentaire. Vous retrouverez du coup la présentation des ateliers et là, vous avez l'inscription. Sur le message, n'hésitez pas à indiquer le profil éventuellement. Évidemment, tout ça est anonymisé, hein, et donc il n'y a aucune information à caractère médical qui doit être communiquée ici, mais juste les caractéristiques de la personne elle-même. Si c'est vous qui inscrivez pour quelqu'un d'autre, évidemment, que vous puissiez renseigner les caractéristiques de cette personne, son âge, ici directement. Et en fait, ça nous permettra, nous, de construire et de proposer en fait des groupes qui soient les plus homogènes ou les plus cohérents possibles par rapport aux critères que l'on aura identifiés avec les prescripteurs, qu'ils soient professionnels de santé, que ce soit les dents ou que ce soit le bénéficiaire directement qui s'inscrivent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Justement, nous demande Isabelle, peut-on participer à un atelier 4, je crois, pour en savoir plus sur les solutions sans prendre la place d'un patient? Bien sûr. Oui, évidemment, il sera possible de suivre un atelier sans y participer. La plateforme peut accueillir jusque 50 personnes sur un atelier. Donc, vous voyez, on en a un petit peu sous la pédale. Donc, vous pouvez sans problème rejoindre ces séances en tant qu'observateur. Il est question pour certains professionnels, notamment pourquoi pas pour les psychologues des 15-20, que certains professionnels jouent le rôle de co-animateur, c'est-à-dire qu'ils jouent le rôle de régulateur, enfin d'animateur. Les patients, on va dire résilients, ou les patients dits experts sont, on va dire, là en co-animation avec un professionnel qui peut être un professionnel de chez IPRA en sciences humaines et sociales, ou effectivement sur le volet 1 qui est un atelier plutôt d'ordre psychologique. Enfin, tous les ateliers sont d'ordre psychosociologique, mais le premier est à dominante psychologique, le deuxième à dominante sociologique, le troisième revient sur la psychologie, mais met l'aide technique au centre de la stratégie de réadaptation et de la lutte contre le renoncement. Et l'atelier 4, auquel vous faites référence, Isabelle,
insiste plutôt sur les modalités de financement, les modalités d'accompagnement, etc., les orientations propres à chaque personne. L'idée, c'est que chaque personne ressort de ces ateliers-là avec une stratégie, avec des professionnels, avec des adresses, avec pourquoi pas des produits même, qui soient propres à sa situation véritablement. Donc, si c'est la partie qui vous intéresse, Isabelle, sur les aides, le panorama des aides en rapport avec un horizon de possible, c'est plutôt, je pense, l'atelier 3 qui vous intéressera le plus, puisque c'est celui-là dans lequel on passera en revue l'ensemble des possibles, c'est-à-dire l'ensemble des aides techniques et les usages que ces aides techniques ouvrent pour les différents patients. Ok. Super Isabelle. Alors écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page en question. Est-ce qu'il y aurait quelques témoignages, etc. Est-ce que ce atelier a une inspiration anglo-saxonne, Canada, etc. Non. Mais très sincèrement, on n'a pas d'inspiration particulière. On l'a construit à partir de notre propre vécu, de notre propre réflexion. On n'a pas, entre guillemets, pris de modèle. On a construit ça avec notre réflexion personnelle. Peut-être que d'autres ateliers existent, en tout cas. Donc c'est une grande première. C'est une grande première en France, c'est une grande première, je crois, parce que de tels ateliers n'existent pas. Il y a effectivement des choses qui existent au niveau des 15-20 qui sont faites de façon collective. Et j'en profite du coup pour sur la fin de ce webinaire pour demander si quelqu'un souhaite éventuellement témoigner ou partager quelque chose, etc. Je peux l'inviter sur scène facilement. Je vais arrêter donc mon partage d'écran. N'hésitez pas à l'indiquer du coup dans la partie chat. Que ce soit Isabelle sur la partie diabète, patient avec rétinopathie diabétique, que ce soit les psychologues des 15-20 ou que ce soit quelqu'un d'autre, n'hésitez pas si vous voulez apporter un court témoignage. Il nous reste encore quelques minutes pour le faire. Vous pouvez vous signaler sur la partie chat de façon à ce que je puisse vous inviter sur scène. S'il n'y a pas de témoignage directement, je vais tout simplement lancer un dernier sondage sur les moyens par lesquels vous préférez être contacté, parce qu'on se pose beaucoup la question au niveau des professionnels de santé pour savoir, notamment les infirmiers, notamment les orthoptistes, etc., pour savoir quel est le mode préféré de contact, parce qu'on a eu peu de retours par mail sur ces ateliers. On espérait une plus forte mobilisation, donc on voudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que notamment les orthoptistes basse vision ou alors les infirmiers n'ont pas été contactés. Donc ça c'est un complément qu'on va faire sur le prochain épisode en janvier, entre le 17 et le 20 janvier. On va essayer du coup de contacter à la fois le secteur de l'aide à domicile des infirmiers et puis d'autres personnes au contact de ces patients-là potentiellement. Et donc là, vous potentiellement, évidemment, sur ceux qui sont présents ici, vous préférez plutôt être contactés par mail, de ce que je comprends. Et donc effectivement, c'est un paramètre important pour nous pour savoir s'il est nécessaire de contacter par téléphone ou alors si une présentation par mail peut suffire, comme ça a été le cas pour vous en rejoignant du coup ce webinaire et ce dispositif. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour vos encouragements en tout cas. Merci Isabelle. On sera ravis d'accueillir des patients rétinopathes diabétiques parce que on en voit très peu et la prévalence et l'épidémiologie nous montrent que c'est une population qui est importante, qu'on ne voit pas du tout. Transite par les milieux hospitaliers, souvent des pathologies. Alors la DMLA est prise en charge à Créteil, ici en Ile-de-France, la rétine pigmentaire beaucoup au 15-20, etc. On a souvent des pathologies qui sont évidemment traitées par certains établissements en particulier. La rétinopathie diabétique, on en voit très très peu. Alors du coup, on se demande parfois si tous les patients sont opérés ou font l'objet d'une solution curative, mais on a l'impression effectivement qu'on a beaucoup de mal à toucher cette population-là, à toucher le monde du diabète. Du coup, effectivement, merci beaucoup Isabelle, si vous pouvez passer le message au niveau de la FID, etc. On sera très très heureux. Vous pouvez, genre bien évidemment inviter vos collègues sur la prochaine édition. Du coup, l'épisode 2 de la présentation des ateliers résilience qui se tiendra en janvier, 3e semaine de janvier.
Là, on aura certainement le professeur Brémond-Gignac avec nous cette fois, qui a pas pu être avec nous ce soir. On aura peut-être, on va commencer à faire un peu témoigner certains patients experts en amont du lancement du dispositif pour que vous puissiez voir un petit peu qui sont ces patients qui vont un peu témoigner et participer à ces ateliers-là pour, j'allais dire, augmenter votre connaissance du dispositif et des professionnels qui sont derrière. Et donc ce sera l'occasion du coup, si vous souhaitez inviter, enfin les délais ont peut-être été un peu courts, si vous souhaitez inviter orthoptistes, d'autres ophtalmologistes, d'autres infirmiers, d'autres médecins généralistes, pourquoi pas, puisqu'on va essayer également de leur faire passer le mot. N'hésitez pas, parce que il est tout à fait indispensable pour nous de faire connaître ce dispositif-là, sans être, j'allais dire, trop perçu comme étant trop, j'allais dire, trop engagé ou trop porté vers la présentation du dispositif partout. Il est important pour nous de le faire connaître. C'est la raison pour laquelle on a souhaité que ça ne commence qu'en février, début février, pour se laisser le temps de créer les chaînes de prescription, à la fois depuis le milieu libéral pour les professionnels de santé et aussi depuis le milieu hospitalier, puisque bon là, avec le Covid, évidemment, la situation est complexe, donc on a arrêté de travailler avec le milieu hospitalier depuis le début de la crise sanitaire. Ça devait être l'un des phares de lancement du projet aussi, notamment avec plusieurs centres hospitaliers dans le Gard qui étaient partenaires du projet sur le lancement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer le mot, à revenir vers nous pour toute question. Et on vous envoie le replay du coup de ce webinaire par mail, et vous aurez de quoi le faire circuler également, et de quoi vous inscrire sur le futur webinaire du coup que vous recevrez dans le replay. Vous aurez le lien pour inscrire, pour partager ou pour vous inscrire sur la future édition du coup de ce webinaire. Il ne nous reste plus qu'à vous saluer toutes et tous. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et notamment, on finit sur ce témoignage-là de Mehaven, etc., qui parle de ses patients déprimés, qui évidemment rencontrent les mêmes difficultés à réadapter, à restimuler vers une stratégie de réadaptation. Donc, on espère, on a construit ce dispositif pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire au téléphone, pour que ce soit pas un dispositif parisien ou un dispositif qui soit lié à un centre hospitalier en particulier. On veut que n'importe qui puisse renvoyer facilement vers ce dispositif-là, que ce soit province ou région ou quelle que soit la zone en France, milieu rural comme urbain. On veut que ce soit vraiment un produit un produit à accès universel, puisque finalement c'est un dispositif à accès universel, puisque c'est ça aussi nos valeurs chez IPRA, c'est de faire de l'universalité de l'universalité des moyens, de l'universalité des accès, notre raison d'être, quoi, tout simplement. Donc on sera très très heureux de vous compter toutes et tous dans le dispositif. Merci beaucoup pour votre attention, votre temps sur ce temps, j'allais dire tardif, sur ces heures tardives de fin de journée. Et on espère évidemment lancer le dispositif avec le plus de succès possible début février. Et on reste d'ici là à votre disposition pour toute question. Et vous n'hésitez pas si vous avez le moindre sujet. Merci encore, merci à tous, merci infiniment. Très très belle soirée à toutes et tous, et on vous dit à bientôt du coup pour le deuxième épisode de la présentation des ateliers webinaires, des ateliers résilience fin janvier. Voilà, merci à tous et passez une très très bonne soirée et à bientôt.